Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, retour à ce qui fait le fil rouge de cette chaîne, Hérodote et la Babylonie. Une vidéo sur les preuves de l'existence d'Hérodote. Pour rappel, à ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, il y a à peine un an donc, l'affaire est toute fraîche, je découvrais par le plus grand des hasards qu'Hérodote, le père de l'histoire, ne pouvait pas avoir existé avant la rédaction des évangiles et probablement pas avant le XVe ou le XVIe siècle, c'est-à-dire au moment où il a été redécouvert. Évidemment, je ne suis pas historien et ne prétends pas moi-même faire de l'histoire. La question que je pose est une question de littérature qui démontre la fausseté de l'histoire qu'on nous raconte et qu'il est temps que les historiens revoient leur copie et nous proposent une version crédible du passé. Sans doute, vous vous dites, mais quelle importance qu'Hérodote ait existé ou pas. À l'heure où semble s'installer un hiver totalitaire sur nos vies, qu'est-ce que ça va changer pour nous? En fait, nous sommes ici dans le temps long. Il n'y a aucun doute que le monde dans lequel nous vivons est en train de s'effondrer devant nous. Nous ne reviendrons pas en arrière. Il va falloir construire un monde nouveau et nettoyer les fantômes et les illusions qui nous ont conduits là. Si cette découverte a été faite en 2021, ce n'est pas le fait de ma modeste personne, mais bien qu'il fallait qu'elle soit faite maintenant, au cœur de la crise comme au passage d'un gué, signe que les fondements mêmes de notre civilisation sont menacés, mais non pas par des forces extérieures, mais par les forces du destin. Dieu veille. Nous sommes allés trop loin dans l'ignominie, et cela va cesser. Nous vivons dans un décor de théâtre bâti sur du sable, le rideau du temple se déchire et apparaît la mascarade. Résumons. La problématique dans son ensemble a été exposée dans une première vidéo. Hérodote a-t-il lu les évangiles? Je formalisais ensuite la démonstration dans une vidéo intitulée « Hérodote n'a pas existé, la preuve ». De quoi s'agit-il? De la découverte inopinée de 40 liens, devenus aujourd'hui 50 liens littéraires, entre les histoires d'Hérodote et 2 textes de la Bible, Esther et Salomé. Ces liens impliquent que l'auteur de l'un connaissait les écrits de l'autre, et l'examen des liens montrait qu'ils étaient dispersés dans plusieurs histoires, souvent inversées ou détournées. On pouvait qu'en conclure que ces joyaux bibliques que sont Esther et Salomé n'avaient pas pu être composés à partir des débris épars et transformés d'Hérodote, et qu'il fallait donc que les histoires d'Hérodote soient écrites après le 1er siècle, et non 400 ans avant Jésus-Christ, comme le prétendent les historiens. Donc dans cette vidéo, nous allons examiner les preuves contraires, et nous allons voir que ces preuves, qui ne sont en réalité que des témoignages, qui ne peuvent réfuter la preuve que j'apporte, dessine à contre-jour les contours du décor de théâtre dans lequel nous vivons. Histoire du texte. Commençons par le texte lui-même, du moins du peu que j'en sais. Le texte entre dans l'histoire avec l'invention de l'imprimerie, imprimé en grec pour la première fois en 1502 sur les presses d'Aldemanucci, soit près de 2000 ans après sa rédaction officielle. Aldemanucci est un imprimeur philanthrope de Venise qui n'imprime pas pour l'argent, mais pour diffuser l'humanisme. C'est ce que dit Wikipédia en tout cas. Un propagandiste en somme, subventionné sans doute. Avant cette première impression existeraient 9 manuscrits médiévaux, ce qui laisse à entendre qu'il pouvait avoir eu, au moment de passer sous presse, une certaine ancienneté. Le texte du père de l'histoire est peut-être un des premiers textes de la fausse histoire. En 2001, la revue belge d'histoire et de philologie publie un article sur les sources littéraires gréco-romaines dans la première moitié du IXe siècle. Son auteur, Arno Keppen, de l'Université libre de Bruxelles, croyait pouvoir rassembler facilement des références à notre passé gréco-romain chez les auteurs carolingiens de cette époque. Hélas, il fut obligé de conclure qu'il ne trouvait rien, sauf de rares références. Les auteurs de ce temps ne faisaient jamais allusion, ou presque, à l'histoire gréco-romaine. Il se mit à chercher si ces auteurs avaient accès à cette littérature, en consultant les catalogues des grandes bibliothèques de ce temps. Et il trouva en effet quelques références, rares, d'auteurs romains.
Napen conclut que si les auteurs du Haut Moyen-Âge ne faisaient pas référence au monde gréco-romain, c'est qu'ils ne voulaient pas faire écho à une littérature païenne. Mais en même temps, cette littérature païenne dont ils ne voulaient pas parler, ils la recopiaient précautionneusement. L'explication officielle est que cette littérature oubliée furent conservée par les Arabes et les orthodoxes. Un certain nombre de manuscrits médiévaux pourraient avoir été donnés par des patriarches orientaux au concile de Florence en 1400 et quelques. Mais cette absence de l'antiquité gréco-romaine dans les sources carolingiennes confirme plutôt l'idée d'une écriture tardive de ces livres, c'est-à-dire à l'époque de leur impression ou quelques décennies avant. Quoi qu'il en soit, on ne trouvera aucune preuve du côté des manuscrits, rien qu'ils remontent au-delà de l'an 1000. Les preuves littéraires. Un autre registre de preuves est celle de la littérature gréco-romaine, qui abonde de références à Hérodote. Celui-ci étant l'historien le plus ancien que nous ayons connu, la grande majorité de ses successeurs y fait référence, à commencer par Thucydide, qui lui succède dans la narration de l'histoire de la haute antiquité. Mais il y a aussi Denis d'Halicarnasse, Diodore de Sicile, Cicéron ou Plutarque. En tant que père de l'histoire, Hérodote est la clé de voûte de tout l'édifice gréco-romain. Et il semble difficile d'y trouver un auteur qui n'ait pas quelques références à Hérodote ou à ses histoires. Même Aristote, qu'on pourrait appeler le père de notre philosophie, celui à qui l'on doit notre logique et notre façon de penser, lui accorde quelques lignes, le qualifie de mythologue dans son ouvrage sur l'art de la poésie. Il faut ici avancer le concept de solidité de la preuve. Une preuve est d'autant plus solide qu'elle ne se réfère pas à des preuves secondaires. Ainsi, la preuve que je présente se fonde uniquement sur l'examen du texte et les implications logiques qui en découlent. La preuve est donc extrêmement solide. Elle ne repose pas sur un témoignage et ne peut être réfutée par un témoignage, qui est toujours une preuve faible, puisqu'il faut, pour croire à leur témoignage, croire qu'ils ont également existé, ou que les références à Hérodote n'ont pas été ajoutées ultérieurement. Or, il faut bien admettre que si Hérodote a été inventé au bas Moyen-Âge, ses auteurs ont pu l'être tout aussi bien. Rapporter 1000 témoignages ne change rien au problème, chacun d'eux pouvant être récusé individuellement et aucun ne pouvant écorner la preuve littéraire. La preuve que j'avance a la solidité d'un théorème mathématique et peut être classée dans la catégorie du savoir démontré. Hérodote n'a pas existé à l'époque dont on nous dit qu'il a existé, c'est un savoir nouveau, puisque je suis le premier à avoir établi cette preuve, par la grâce de Dieu, et ce savoir nouveau implique un grand nombre de questionnements et de remises en cause. Ainsi, ces preuves littéraires se retournent contre elles. Les références à Hérodote chez les auteurs anciens ne sont pas des preuves qu'Hérodote a existé, mais bien que ces auteurs ont également été inventés après l'écriture des histoires d'Hérodote, c'est-à-dire après la rédaction des évangiles au Moyen-Âge. Ainsi, la preuve qu'Hérodote n'a pas existé à l'époque où on nous dit qu'il a existé est également la preuve que ceux qui en parlent avant l'an 1000 sont également des inventions tardives. L'intertextualité, qui fait qu'à l'époque antique, beaucoup d'auteurs faisaient référence les uns aux autres et qui tendent à montrer la grande cohérence de cette littérature, devient alors le signe que c'est l'ensemble de la littérature gréco-romaine qui doit être suspectée d'avoir été inventée à la Renaissance. Et avec elle, l'ensemble de notre histoire antique, des guerres médiques, gréco-perses, aux guerres puniques, romano-carthaginoises. Si l'on prend le cas de Plutarque, 1er siècle après Jésus-Christ, qui lui reproche d'avoir été injuste avec les Grecs, il est aussi l'auteur d'un portrait d'Alexandre le Grand, mort à Babylone. Eh bien, le fait que Plutarque parle d'Hérodote n'est pas la preuve de l'existence d'Hérodote, mais la preuve qu'il faut mettre en doute le reste de ses écrits. Ainsi, la geste d'Alexandre s'effondre et les preuves de l'existence de Babylone sont rangées dans la même catégorie de mensonges de ceux qui ont voulu nous faire croire à l'existence d'Hérodote et à ses histoires. Je veux rendre hommage ici à l'auteur des histoires d'Hérodote, le pseudo-épigraphe, comme disent les savants, qui a tenu la plume et rédigé ces récits loufoques qu'il signa du nom d'Hérodote. Parce que c'est grâce à lui
que cette découverte a pu être faite. C'est lui qui a glissé dans le texte ces allusions au texte biblique qu'il a ensuite méticuleusement travestis pour les rendre indécelables à ses commanditaires, sans doute moins érudits que lui. Et qui a donc permis que la supercherie soit découverte. Merci à lui, donc. Je suis conscient que ça doit être consternant pour les historiens de tout poil, mais il faudra faire avec, du moins pour les générations futures. Les historiens actuels, quant à eux, vont continuer de croire à leurs fables. Autre témoignage, les papyrus d'Oxyrhynque. Oxyrhynque est un site en Égypte, fouillé depuis la fin du XIXe siècle par deux jeunes Britanniques du collège d'Oxford, qui se mirent à fouiller des remblais de détritus, qui s'avèrent être les archives de toute une ville. Le courant de papyrus devint vite un torrent, se souvint l'un d'eux. Le seul fait de retourner le sol avec sa chaussure suffisait souvent pour trouver un feuillet, ajoute-t-il. Bien sûr, chaque feuillet découvert devint un moyen supplémentaire de lever des fonds pour poursuivre les fouilles. Petit témoignage de ce que représentent les découvertes archéologiques sur le marché des collectionneurs. Que vous voyez partout ne sont pas les bombes de la guerre de 14, c'est le pillage. C'est-à-dire un trou à côté d'un autre, à côté d'un autre, à côté d'un autre. C'est fait à échelle industrielle. Bon, il faut savoir qu'une bonne tablette cuniforme, c'est payé 10 € à celui qui la trouve, et puis que c'est vendu 10 000 à la fin de la chaîne, quoi. Donc c'est assez rentable. Oxyrhynque représente à lui tout seul 70% de la production de papyrus mondiale. C'est une affaire qui marche encore aujourd'hui. Chaque année, Oxford publie un volume de nouveaux papyrus. On en est peut-être au 100e. Parmi eux, on trouve également de l'Hérodote, au moins des fragments. Mais là encore, ce n'est encore qu'un témoignage, qui ne peut contredire le fait que la présence de liens littéraires dans Hérodote prouve qu'il n'était pas encore écrit du temps d'Oxyrhynque. Non seulement ça ne saurait constituer une preuve de l'existence d'Hérodote, mais bien au contraire, cette présence de fragments d'Hérodote dans la masse des papyrus d'Oxyrhynque jette la suspicion sur toute la collection découverte par Oxford, faisant de ce site la plus grande fraude archéologique connue. Mais nos investigations dans le monde de l'archéologie nous y a préparés. J'ai déjà montré que la villa des papyrus à Herculaneum est un faux, ainsi que le cylindre de Cyrus découvert à Babylone par la même couronne britannique à peine 3 ans plus tôt. Un dernier registre de preuves se trouve dans l'Égypte ancienne. Hérodote étant le tout premier historien qui nous a parlé de la haute antiquité égyptienne, qu'il tenait de prêtres égyptiens qui maintenaient le culte d'Osiris, malgré les vicissitudes du temps. C'est lui qui nous apprend le nom des grands pharaons égyptiens comme Khéops, Képhren ou Mykérinos. Et bien évidemment, si Hérodote écrit à la Renaissance, il ne pouvait en aucune façon connaître le nom des pharaons égyptiens. Or, il se trouve qu'il y a en Égypte ce qu'on appelle les annales royales. Les annales royales n'étaient pas écrites sur des matériaux périssables comme le papyrus, mais gravées sur les murs, et là, on retrouve les noms des pharaons qu'Hérodote ne pouvait connaître au XVIe siècle. C'est donc une preuve indirecte qu'Hérodote est suffisamment ancien pour avoir connu des prêtres d'Osiris et savoir des noms oubliés au Moyen-Âge. Mais il faut ici aussi raisonner logiquement. Si le pseudo-épigraphe Hérodote du XIVe ou du XVe siècle ne connaissait pas les noms des pharaons, c'est qu'il les a inventés, de sorte qu'il faut conclure que les annales royales qui contiennent les mêmes noms que l'on trouve chez Hérodote sont également des faux. Le fait que ces écrits soient gravés sur des murs semble leur donner plus de crédit, plus de réalité, mais ce ne sont que des textes littéraires dont le support, un mur, est tout aussi falsifiable qu'un parchemin, un papyrus ou une tablette d'argile. C'est une illusion de croire qu'un mur est plus crédible qu'une feuille volante. On peut se dire également que finalement, les annales royales gravées sur les murs, c'était une belle invention des historiens pour justifier l'existence d'écrits égyptiens, puisque sans cela, tout était perdu. Écrits qui ensuite leur permettaient de baratiner des histoires et de publier des études dans des revues prestigieuses. Le faux est la dope de l'archéologue.
Bon, on n'est pas bien là, hein, pas bien du tout. 50 petits liens littéraires qui nous conduisent à remettre en cause toute la littérature gréco-romaine et toute l'égyptologie, c'est peut-être un petit peu excessif. Pourtant, il ne s'agit là que de déduction logique. Ces liens sont la preuve incontestable qu'Hérodote n'écrit pas avant la fin du Moyen-Âge. Sur cette preuve solide, on peut donc affirmer que tout le reste est faux, que l'histoire est une fabrique de mensonges, que l'histoire n'est qu'un outil de propagande comme les autres, un outil du mensonge universel, qu'on appelle et qu'on appelait civilisation occidentale. Cela donne le vertige et ouvre un abîme de questions. Que reste-t-il de vrai de notre passé? Quelle est la part de vrai dans ce vaste mensonge? Comment expliquer ce qui semble être une industrie du faux? C'est vertigineux, mais lorsque l'on voit le mensonge de notre temps présent, où l'on nous a fait croire que les Ricains avaient marché sur la Lune, ou que les tours du VTC avaient été détruites par des avions, etc., etc., comment s'étonner qu'il nous ait aussi menti sur notre histoire? Savent-ils faire autre chose que de mentir? C'est à se demander. Mais croyez bien que si cette découverte, voulue par l'auteur des histoires d'Hérodote, arrive maintenant, c'est bien que notre civilisation vacille, et ce ne sont pas mes maigres découvertes qui l'ébranlent, mais bien qu'elle est arrivée au bout de sa logique. Le voile du théâtre est en train de se déchirer, bientôt nous verrons qu'il ne s'agissait que... Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience, et je vous dis à bientôt.